l'économie et que de l'économie. Et avec vous, une question posée autour de où se cache la croissance et le chemin de la croissance économique. On a l'impression qu'en fait, on n'arrive plus à trouver ne serait-ce que les sentiers de croissance à venir. À la lumière d'ailleurs de beaucoup de chiffres qui sont tombés, le HCP, destruction massive, emploi, un taux de chômage qui augmente, une inflation, une cherté de la vie aussi. La vie, la hausse des prix, effectivement, c'est la question centrale qu'on a essayé, qu'on essaie toujours de trouver la bonne réponse. On a dit voilà, la croissance, est-ce que passe primordialement par les secteurs par le secteur agricole, par la croissance, par le développement de certains secteurs en relation avec le tourisme et les services. À un certain temps, on a dit arrêtez, on va changer le modèle économique du Maroc, on va passer vers l'industrialisation. Vraiment, on a gagné beaucoup de terrain, on a réalisé plusieurs réussites, notamment avec celle de Tangémé, de l'industrialisation automobile et tout ça. Mais à un certain temps, on a dit voilà, on n'a pas encore arrivé à réaliser les objectifs de la croissance. Vraiment, on est presque en stagne. Les croissances toujours entre 1, 2, 3% au maximum. On n'arrive pas à dépasser les 3,5% au grand max. On a dit, voilà, on pense qu'il faut revoir le modèle économique du Maroc. Il faut aller de plus en plus vers la technologie, vers la diversification de l'économie marocaine. Bien sûr, tout en développant les autres secteurs primordiaux pour le Maroc, notamment en relation avec l'agriculture, l'énergie renouvelable, parce qu'on parle de certaines souverainetés alimentaire énergétique pour le Maroc qui est toujours primordial pour cette diversification. Oui. C'est intéressant. Je veux dire, professeur Badr. Oui. Zahra Lazar, on parle de tout ça, mais en fait, on n'a toujours pas trouvé de solution. On essaie toujours on essaie des modèles, parce qu'on a déjà parlé du nouveau modèle de développement. C'est quoi? C'est-à-dire on a essayé de repenser notre modèle de développement. On a dit arrêtez, on a réalisé quelques objectifs au niveau de la croissance et du développement, mais maintenant on va revoir notre modèle. On a dit voilà, c'est un problème structurel concernant l'économie marocaine, on va revoir les piliers de l'économie marocaine, on va se diriger de plus en plus c'est-à-dire les fondamentaux. Oui, on va se diriger de plus en plus vers l'industrialisation, de plus en plus vers la technologie, mais à quel prix? Est-ce qu'on a les moyens? On a dit voilà, pourquoi on va se diriger vers l'industrialisation, vers la technologie? Parce que auparavant notre économie s'est articulée sur des secteurs fragiles, notamment les services, le tourisme, l'agriculture, qui dépendent toujours du contexte d'aléas non maîtrisables. Des contextes instables, surtout avec le printemps arabe, avec les changements climatiques et tout ça. Mais ce passage vers l'industrialisation, ce passage vers la technologie, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a l'infrastructure? Est-ce qu'on a la souveraineté énergétique au Maroc? Ce sont les questions qui se posent, parce que vraiment un secteur, une industrie forte au Maroc, ça renvoie directement vers la souveraineté énergétique. Et on voit que vraiment, jusqu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de difficultés pour assurer les besoins de l'industrie et des foyers au Maroc. Mais en même temps, c'est intéressant, Badr. En même temps, c'est ceux qui sont aux commandes. En tout cas, je pense à Riyad Mazour au niveau de l'industrie. Il nous dit, de toute façon, le coût de l'énergie comme facteur de production n'a pas augmenté chez nous et il a un prix compétitif. Subvention toujours. Caisse de compensation qui a fonctionné jusqu'à 2023. Mais à partir de cette année, est-ce que le coût restera au même niveau? Je ne pense pas. Les prix des hydrocarbures resteront au même niveau? Non, je ne pense pas. Même chose pour les hydrocarbures, les autres types d'hydrocarbures. Donc, il y avait des subventions et des subventions qui ont stabilisé les prix durant cette période inflationniste qui a vraiment caractérisé l'année dernière. On l'a vu avec différentes rallonges budgétaires, pour l'ONE, entre autres. C'est ça. Donc la question énergétique se pose d'une manière très cruciale et d'une manière vraiment très, très inquiétante pour le Maroc. On essaie, parce qu'on a enregistré un retard au niveau de la réalisation des grands chantiers de l'énergie renouvelable. En même temps, concernant les hydrocarbures, aujourd'hui, on importe. À vrai dire, donc, on profite que vraiment les prix sont baissés durant ces derniers mois, donc il y a une certaine stabilité des prix et sont abordables auprès des consommateurs. Mais l'année dernière, on a vu que la hausse des prix, il a dépassé le seuil de 16-17 dirhams l'année dernière. Et c'est qu'il y avait des conséquences négatives vraiment sur les... Est-ce que ça veut dire que, Lazare, vous dites, pour retrouver le chemin de la croissance, il faut arriver à solutionner la problématique, la contrainte
de la transition Il faut énergétique. résoudre le problème structurel caractérisant l'économie marocaine. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ce choix de se diriger vers l'industrie, de se diriger vers la technologie, l'énergie renouvelable. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on travaille vraiment sur l'infrastructure? Est-ce qu'on travaille vraiment sur le contexte général favorisant ce passage et ce changement structurel, sachant qu'il faut toujours garder et toujours prendre en considération on dépend des deux autres secteurs, c'est-à-dire le tourisme et l'agriculture. Donc il faut toujours se diriger vers l'industrie, vers l'énergie renouvelable, tout en préparant le terrain vers cette transition, ce changement structurel, mais aussi il faut prendre en considération que les autres secteurs en dépendent énormément, surtout au niveau de la souveraineté alimentaire pour le Maroc. Et on voit vraiment l'année dernière les prix de certains denrées alimentaires et certains produits agricoles ont déjà dépassé la capacité et ils ont déjà fragilisé le pouvoir d'achat des ménages marocains. Donc il faut prendre en considération que ce passage ne doit pas être au détriment des autres secteurs, tout simplement. Surtout le tourisme et l'agriculture. Ce qu'on fait aujourd'hui, a priori, en tout cas l'exécutif depuis la troisième année au travers des projets de loi de finances, c'est toujours, en tout cas depuis 2022, de subventionner les intrants agricoles, comme vous avez fait référence au secteur agricole. Est-ce qu'il pourrait faire plus? Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on réduit les superficies pour l'agriculture irriguée, donc on continue à subventionner les intrants pour essayer de maîtriser et juguler cette inflation des prix pour les consommateurs finaux. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives selon vous, Badr Lazark, pour faire face à l'inflation? Pour essayer de la mieux la gérer, en tout cas amortir le choc pour le consommateur final. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire toujours la différence entre deux types d'inflation. Inflation importée et inflation interne. L'inflation importée, il y avait plusieurs mesures prises par le gouvernement l'année dernière, notamment c'est la diminution de certaines taxes et certains concernant les produits agricoles, puisqu'on importe beaucoup. Exonération en tout cas à l'importation. C'est ça. Et aussi, il y avait certaines mesures de subvention, c'est-à-dire maintenir la caisse de compensation une année de plus, subvention accordée aux conducteurs professionnels, chauffeurs professionnels en matière d'hydrocarbures. Donc ces mesures, ils ont allégé un peu cette pression qui était exercée par ce choc inflationniste sur le pouvoir d'achat des Marocains. On a vu que les prix de transport n'ont pas changé, surtout le transport public, transport de marchandises, certains produits agricoles. Donc un peu ces mesures ont affaibli ce choc inflationniste l'année dernière. C'est-à-dire a réduit l'inflation, mais les prix sont restés élevés. On est bien d'accord, c'est la séquence dans laquelle on est aujourd'hui. Non, on n'a pas enregistré des taux similaires aux taux enregistrés par certains pays voisins. Vous voyez, donc par exemple en Espagne, on a dépassé le seuil de 10%. Alors en Maroc, c'était 8% maximum. D'inflation. L'inflation. On a eu un pic l'an dernier. L'an dernier, un pic de... Là, on a les chiffres maintenant officiels. Le Haut Commissariat au Plan, on a donc une inflation moyenne de 6,1% et 12,5% sur l'alimentaire. Ce qui concerne, parce qu'il y avait des mesures prises par le gouvernement et aussi par Banque El Maghreb, notamment lorsqu'il a élevé le taux de l'intérêt des directeurs. Donc, essayant de contrôler l'offre et la demande. Donc, à son tour, cette mesure a participé à maîtriser l'offre et la demande, notamment dans certains secteurs, secteur de l'immobilier, plus ou moins. Donc ces mesures, il y en avait un impact léger sur les taux d'inflation, mais les prix restent élevés. Aujourd'hui, je pense, avec ces perspectives, notamment concernant les études qui ont été faites par certaines institutions monétaires internationales, disons que voilà, à partir du premier semestre de 2024, il y aura une baisse des taux d'inflation au niveau international, un retour à la normale et aussi une certaine croissance de la demande sur les prix et les produits. Donc on a commencé à sentir vraiment que les prix ils ont commencé à stagner ou bien à baisser, notamment concernant les produits agricoles, mais on a d'autres facteurs qui gouvernent cette baisse concernant les produits agricoles. Est-ce que vous faites partie de ceux, Badr Lazark, je rappelle chercheur en droit des affaires et en économie, qui considèrent que l'exécutif pourrait faire un petit peu plus? C'est-à-dire que subventionner les intrants agricoles, attribuer aussi des subventions aux transporteurs. On a plus de 5,5 milliards de dirhams attribués depuis 2 ans. Voilà, ça pèse aussi sur la dépense publique et sur le budget de l'État. C'est aussi d'aller négocier
avec les distributeurs. C'est-à-dire que là, on subventionne la production, mais et si on va parler aussi avec les parce industries. qu'on a parlé de certains facteurs externes, Ouais. notamment en relation avec cette inflation importée, mais il y avait des facteurs internes concernant la spéculation, concernant les réseaux de distribution, les chaînes de distribution, les marchés de gros, les grands distributeurs des hydrocarbures. Là, beaucoup considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui ont été faites dans ce sens. C'est le contrôle, le manque de contrôle, le manque de traçabilité, notamment au niveau des marchés de gros. Il y avait aussi des frais inexplicables au niveau du marché de gros qui augmentent les prix, qui haussent les prix d'une façon vraiment inexplicable. Donc c'est ça ce qui était expliqué par le manque de contrôle, le manque de suivi. Est-ce qu'au niveau des industriels aussi, nos industriels marocains au Maroc, qui distribuent, je veux dire, dans les travaux de réseau de distribution plus ou moins modernes en tout cas, est-ce que là, l'État aurait dû, ou devrait d'ailleurs, peut-être aujourd'hui, le faire intervenir auprès des industriels pour essayer de compresser un peu leur marge. De compresser leur marge et aussi d'éviter certains comportements anticoncurrentiels, notamment les ententes. La question des ententes était vraiment posée l'année dernière et était tranchée aussi par le Conseil de concurrence, qui a vraiment amendé les grands distributeurs des hydrocarbures au Maroc. Et c'était la même chose pour les distributeurs d'huile au Maroc. Il y a les hydrocarbures, mais je veux dire les industriels aujourd'hui qui distribution de produits alimentaires. C'est ça. Même le gouvernement, par le biais de la loi, a le droit d'intervenir en temps de crise pour plafonner les bénéfices. Il a le droit. Je pense, et je me pose la question, pourquoi le gouvernement, l'année dernière, n'a pas intervenir via cette mesure ? Je pense que s'il a été appliqué, il aura vraiment des conséquences positives sur la maîtrise et la stagnation des prix à un seuil abordable par les ménages marocains. Effectivement, il y a un article de loi qui le prévoit, mais qui n'a jamais été activé. Dans ce sens. Et aussi la question de l'indexation n'a pas été appliquée. On parlait beaucoup à l'époque de M. Benkiran un certain temps lorsqu'il a pris la décision d'écarter les hydrocarbures du champ d'intervention de la caisse de compensation. Il a dit voilà, la compensation, la concurrence, et peut-être que ça sera bénéfique pour les ménages marocains et tout ça. On n'a rien vu vraiment. Il n'y avait aucune application du principe d'indexation. Il n'y avait que des ententes entre En tout cas, on voit bien que cette séquence de gestion en tout cas de l'inflation et de la cherté des prix a une incidence sur le tissu économique et sur l'emploi. Vous avez vu, comme moi, le HCP, on est sur les destructions massives. C'est alarmant et c'est vraiment inquiétant. 50% des jeunes dans le monde urbain et dans le milieu urbain, 50%. Je pense que le taux a déjà dépassé les 12-13%. 13% aujourd'hui, c'est un taux record. Et pour les 15-24 ans, 50% du taux de chômage dans le monde urbain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le fruit. Est-ce que ça, c'est la conséquence ? C'est le produit, c'est la conséquence de plusieurs crises, et pas seulement la dernière. On parle on est sous l'influence et l'impact de ce qui est déjà arrivé à l'époque du Covid. Et on a plusieurs entreprises en souffrance, plusieurs entreprises qui ont déclaré faillite. Aujourd'hui, je pense, on a même au niveau des entreprises qui ont déclaré faillite, je pense qu'on a même dépassé le seuil, dépassé les chiffres habituels enregistrés. C'est ça. Donc, à ce niveau, donc, pour expliquer ces chiffres en relation avec le chômage au Maroc, il faut prendre en considération qu'on a traversé une période longue, une période dure. On a commencé par le Covid, qui a impacté plusieurs secteurs économiques au Maroc, notamment le tourisme et les services, tout ça, le transport aussi. Et après, juste après le Covid, il y avait l'inflation. Juste après l'inflation, les retombées du changement climatique. Cette hausse du chômage, Badr Lazare, est-ce que là vous l'adossez, vous dites que c'est la conséquence directe des fondamentaux économiques, parce que vous avez commencé votre propos là-dessus, fragile, ou c'est la conséquence directe du fait que ces multicrises, en fait, il faut prendre en considération qu'on est en période de transition, qui a commencé à partir des années 2000. En une période de transition, on a dit voilà, on va accélérer la transition de l'économie marocaine vers une économie industrielle. On a pris ces décisions, on a commencé par l'industrie automobile, on a passé à l'énergie renouvelable, et maintenant d'autres secteurs, on va passer à l'industrie pharmaceutique, et militaire et tout ça. Donc la charte d'investissement est claire sur ces points. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Cette transition a pris beaucoup de temps, a duré. C'est ça, on pose la question, pourquoi on a pris beaucoup de temps, 20 ans. La hausse du chômage, c'est la cause de la transition lente. La transition lente. Mais cette transition lente, aujourd'hui, est-ce qu'on a arrivé à réaliser tous les objectifs en relation avec cette transition? On dit voilà,
Pourquoi le chômage est maintenant élevé à dépasser les 12-13%? Les 13%. Parce que l'économie marocaine est dominée par l'agriculture, est dominée par les services, est dominée par le tourisme. On voit, et ces secteurs sont toujours liés à un contexte instable. Et le contexte... Donc, est-ce que la hausse du chômage 13%, le HCP, vous dites-vous, c'est la conséquence directe en fait de notre modèle économique? Bien sûr. Dis-moi, quels sont les secteurs qui emploient le plus au Maroc? Ce sont l'agriculture et les services et l'immobilier. Moi, je veux faire justement réagir là-dessus. Donc, effectivement, selon le HCP, 13% de taux de chômage, taux record atteint. C'est 200 000 emplois détruits dans le secteur agricole. En 2023. L'immobilier. Oui. Et les services. Et les services. Et l'industrie automobile, donc il a fait gagner plus d'emplois en marocains. Industrie automobile. En incluant l'artisanat, selon le HCP, c'est 7 000 emplois créés net en 2023. Donc est-ce que le pari de la réindustrialisation au niveau de l'emploi, parce qu'il y a de l'investissement, on attire l'investissement, il y a des capitaines d'industrie aujourd'hui, que ce soit dans le secteur automobile ou aéronautique, qui sont une réalité et qui tirent l'industrie par le haut et vers le haut. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres en matière d'emploi et emploi industriel créés en 2023, selon le HCP, industrie avec l'artisanat, c'est 7 000 emplois. Ah oui, parce qu'on parle que les deux secteurs qui ont enregistré des taux de croissance remarquables durant 2003 et au début 2024, ce sont l'industrie automobile et le tourisme. Le tourisme, c'est intimement lié à l'artisanat. Ouais. Donc, et les secteurs qui ont enregistré des coûts fatals, donc c'est l'agriculture. Mais comment vous expliquez qu'en fait, d'un côté, on fait 100 milliards à l'export, c'est rien de mesure, mais l'industrie qui nous dit l'export automobile, et puis en même temps, le HCP qui nous dit, mais l'emploi industriel, dans sa globalité, 7 000 emplois net en 2023. Parce que l'agriculture au Maroc, dans presque sa totalité, c'est de l'agriculture vivière. Donc ce sont des petits ménages qui en profitent et qui font profiter les autres à travers la création des postes d'emploi saisonniers. Donc, vu la sécheresse, on a écarter cette possibilité. Donc voilà, on a enregistré des taux élevés de chômage dans le secteur agricole, mais le secteur agricole, toujours il faut faire la différence entre le secteur agricole qui dépend des grands zones d'irrigation et des espaces d'irrigation, les grandes fermes, dont la superficie dépasse les 5 hectares, et l'agriculture vivière qui dépend du ciel. Voilà. Donc il faut toujours faire la différence. Ce qui a enregistré cette croissance, ce sont les fermes irriguées, ce sont les grands propriétaires, et pas les petites et moyennes familles qui ont certaines parcelles et qui exercent de l'agriculture vivière. Oui. Donc, il faut toujours, et même, il faut revoir le modèle agricole marocain aujourd'hui, parce que vraiment, la question de la répartition des exploitations agricoles entre tout ce qui est vivière et tout ce qui est dédié à l'exportation, il faut le revoir. On est vraiment devant un grand problème foncier au niveau du monde rural. Il faut revoir aussi le modèle foncier. Il faut aussi essayer de... Sa Majesté l'a dit lorsqu'il a lancé l'initiative de Força. Et avant Força, pour financer les projets, c'est Intelaqa. C'était l'intention et l'objectif, c'était d'aider les gens qui habitent dans les milieux ruraux de se développer, de créer des entreprises, de créer une classe moyenne rurale. C'est ça l'objectif. Mais après 5 ans, est-ce qu'on a vraiment arrivé à réaliser ces objectifs? Donc c'est la question qui se pose. Donc il faut revoir le modèle. Hausse du chômage et l'emploi détruit, puisque c'est la conséquence directe. Et c'est que l'effet miroir de nos fondamentaux économiques qui restent beaucoup trop fragiles. On n'a toujours pas trouvé notre modèle. Je pense que c'est justifié, parce que toujours on est au milieu de la période transitoire. On n'a pas encore achevé cette transition. Donc, il faut revoir les moyens et aussi les outils employés. Et la destruction d'emplois, c'est les dégâts collatéraux d'un modèle en transition du modèle de la transition et aussi du contexte, de la conjoncture. Vous voyez? Donc, on a parlé de la succession de plusieurs crises. On a commencé par le Covid, après l'inflation, et aujourd'hui, qui est devenue quasi chronique, c'est la sécheresse. Donc, il faut aussi, ils ont vraiment... ils ont créé des lourdes conséquences sur l'économie marocaine et sur les taux de chômage aussi. Lazare, en fait, concrètement, vous n'avez pas été surpris par les chiffres du chômage du HCP. Vous, en tant qu'économiste, on vient de sortir d'une crise. On vient de sortir d'une crise. Alors, comment je vais imaginer les chiffres? Bien sûr, ce sont des chiffres
On n'aurait pas pu avoir mieux, en fait. Ah, bien en sûr, matière mais d'emploi. lorsque j'étais surpris, c'est de la résilience de certains secteurs, notamment celui de l'industrie automobile, et aussi j'étais étonné même par les chiffres enregistrés au niveau du secteur du tourisme. Vraiment, on a même dépassé les 14 millions de touristes qui ont visité le Maroc, on a dépassé le seuil de 100 milliards de 100 milliards de dirhams de recettes Donc, touristiques. pour moi, vraiment, on a sauvé, on a créé un certain équilibre. En moins, un certain équilibre. Mais tout ça, ça ne se traduit pas sur la création d'emplois. Ça se traduit pour les caisses de plus ou- l'État, on a évité le pour la pire. balance des paiements, mais bon, ça... Mais on a évité le pire. On a Au évité. lieu d'enregistrer 16, 17 ou 20%, on a enregistré 12 et 13%. ça aurait pu être pire. Alors on se répète parce que après le secteur du tourisme et aussi de l'industrie automobile ont créé plus d'emplois qu'on a pu un peu alors c'est pas remplacer, mais c'est récompenser ce qui était perdu au niveau des autres secteurs. A été compensé. Ah oui. Autre sujet qui est d'actualité, sujet que vous connaissez parfaitement bien, Lazare, c'est qu'on va se retrouver, on a dit, il y a de l'inflation, en tout cas la cherté de la vie, qui devrait encore durer, même si effectivement les projections au niveau mondial mettent en perspective, en relief, une amélioration à partir du premier semestre 2024, oui. avec peut-être un desserrement d'ailleurs des monétaires, à la fois aux États-Unis par la Fed et à la fois au niveau européen par la BCE, mais bon, ça reste posé, la question en tout cas reste posée, c'est qu'une projection. Et puis nous, ce qui se passe aujourd'hui, on est toujours dans une politique monétaire avec un resserrement toujours. Bien sûr, et je pense que on a cette décision, j'apprécie de Banque Le Maghreb qui avait le courage de dire non à certaines instances monétaires internationales qui ont exercé de la pression sur le Maroc pour suivre le modèle, par exemple le modèle égyptien, tout en augmentant le taux de fluctuation du dirham marocain. Donc on a dit à un certain temps non, parce que c'était une telle décision. On a dit non, on a dit non maintenant. Non maintenant, Voilà. bien sûr, Voilà. bien sûr. On s'est engagé à le faire sur 5 ans, on est bien d'accord. Bien sûr, dit Pour les 5 maintenant prochaines parce années. qu'on avait devant nos yeux le modèle égyptien. Les taux d'inflation enregistrés et qui ont été la conséquence directe de la fluctuation étaient énormes et désastreux sur l'économie égyptienne. Donc pour éviter de telle sorte, on a dit non maintenant, on va prendre des mesures au niveau de l'intérêt directeur, au niveau de l'offre et la demande, au niveau des mesures de subvention. On a déjà notre le processus de libéralisation et de décompensation. On doit l'achever d'abord et après on va voir avec cette question de fluctuation. Justement, Badr, vous avez fait, Salazar, on a ce processus, un agenda, un calendrier qui est connu de tous aujourd'hui, à partir voilà, la décompensation, décompenser un certain nombre de produits. Apparemment, ça commencerait par le gaz butane. Je ne pense pas que la farine et le sucre... Ça fait 30 ans. Oui. Ça fait 30 ans on a commencé, parce qu'il faut prendre en considération que lorsqu'on parle de la caisse de compensation, ça ne dépend pas d'aujourd'hui. Et c'est une caisse la caisse de compensation qui a été créée lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire pour au moins aider certaines familles démunies à trouver de la nourriture, au moins à consommer les produits de base. C'est ça. Donc le contexte, c'était la Seconde Guerre mondiale, le contexte de crise. Après l'indépendance, on a dit voilà, on va garder cette caisse pour des considérations de paix sociale, de stabilité, tout ça. Il y avait le beurre, il y avait l'huile, il y avait les hydrocarbures destinés aux navires et d'autres produits, les farines et tout ça. Et on a, à partir des années 80, et la restructuration structurelle et tout ça, et la plan d'ajustement structurel. L'ajustement structurel et tout ça, et la crise des années 80, on a dit voilà, c'est un peu, ça pèse lourd sur le budget de l'État de garder la caisse de compensation. On a essayé de faire plusieurs réformes, on a passé à la libéralisation de certains secteurs, la privatisation et tout ça. C'est aux années 80 qu'il a commencé ce processus. Et il a duré presque 40 ans aujourd'hui. 40 ans, prudemment, et vraiment prudemment, on a essayé de décompenser. Progressivement, en fait, c'est sur ça, la progressivité. Et de décomposer aussi cette question. La décision principale était prise en 2015. C'est-à-dire, c'est d'écarter les hydrocarbures. Avec la libéralisation du secteur. La libéralisation des prix et aussi
c'était une décision prise à condition qu'il y aura une vraie concurrence équitable et aussi indexation et tout ça, et sous la tutelle, bien sûr, parce qu'auparavant, il n'y avait pas d'instance de contrôle, il n'y avait pas de conséquences de concurrence. Il n'y a toujours pas d'instance de contrôle sur les hydrocarbures. Là, bien sûr, par le gouvernement, mais des instances, on parle de conseil, un conseil constitutionnel, un conseil qui a des pouvoirs en matière de concurrence, qui contrôle et qui sanctionne aussi, il n'y avait pas auparavant. Donc il faut attendre pour compléter ce processus de décompensation, c'est la création de certaines instances. À partir de 2015, je pense que le contexte était prêt pour commencer, ou pour accélérer cette décompensation, qu'aujourd'hui on arrivait au terme, c'est-à-dire à partir de ce mois, je pense, qu'est-ce qu'on reste au niveau de subvention prise en charge par la caisse de compensation? Le gaz butane, le sucre et la farine. Et la farine. Donc aujourd'hui, il y a un agenda, il y a un calendrier aujourd'hui, à partir du 1er avril. Jusqu'en 2026. Le processus de décompensation va démarrer. On est bien 10 dirhams d'accord. par année. 10 dirhams par année. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on se dirige vers un processus identique à celui qui a prévalu pour les hydrocarbures en 2015? Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que Didier... Mais pas sans conséquences, parce qu'on a assumé lourdement les conséquences de cette libéralisation, à mon avis, précoce, qui n'a pas pris en considération est-ce que les ménages, est-ce que le pouvoir d'achat des Marocains est prêt pour absorber tel choc de la libéralisation. Durant les premières années de la libéralisation des prix du pétrole et des hydrocarbures, on n'a pas senti un grand changement parce que les prix ont été à la baisse au niveau international. Le baril de pétrole est à $40, $50. Le premier choc, on a vraiment senti que vraiment c'était une décision grave. Aujourd'hui, quand on veut effectivement à partir du 1er avril 2024, donc retirer des subventionnés à hauteur de 10 dirhams, moins 10 dirhams, 1er avril 2024, 1er avril 2025, 1er avril 2026, donc 30 dirhams de moins. Ce n'était pas le cas au niveau des hydrocarbures, notamment du gasoil. Le gasoil, c'était une libéralisation directe. Et donc, aujourd'hui, on a pris beaucoup de ces leçons et aujourd'hui, on va vers une certaine libéralisation progressive. Tout en parallèle avec l'instauration d'un autre système de subvention directe. Les aides directes. Oui, voilà, subvention directe. C'est-à-dire que ça. Décompensation progressive. Est-ce que c'est intéressant, Badr Lazar, que vous dites, en fait, vu ce qui s'est passé pour l'État et pour le gouvernement par rapport à la libération des hydrocarbures, et on voit tout ce que ça a généré depuis, c'est-à-dire un non-contrôle, en fait, au niveau des prix à la pompe et aucune protection pour le consommateur final et l'automobiliste. Oui, pour le sucre, fait pour le gaz butane dans un premier temps, le sucre et la farine, à partir du 1er avril 2024, l'État a changé de méthode. Mais vraiment, on parle aujourd'hui que vraiment un système de subvention directe vers les catégories diminuées et pauvres vient d'être instauré, donc ils vont toucher au moins 500 dirhams. Ça a démarré depuis le 1er décembre, 1 million de ménages en ont bénéficié, 3 millions de populations cibles. En parallèle, il y aura une décompensation progressive jusqu'à 2026 de 10 dirhams, mais pour moi, la classe moyenne a resté sans protection. Aujourd'hui, la classe moyenne a subi le poids d'une telle décision qui a été prise en 2015 et surtout les conséquences ont été graves suite à l'inflation et aujourd'hui cette classe une autre fois va subir le poids et les conséquences néfastes de cette décision aussi à mon avis parce que élever ou hausser les prix du gaz butane, de bouteille butane au Maroc par 10 dirhams à 10 dirhams, c'est 50 dirhams. Coûtera 50 dirhams. Elle coûtera 50 dirhams à partir du 1er avril Mais il ne faut pas se limiter au année. prix du butin, parce qu'il y aura d'autres conséquences sur d'autres secteurs. Le secteur d'agriculture, quelle est sa relation? Quelle est la relation entre le gaz butane et le secteur agricole? Le secteur agricole les grandes fermes consomment énormément de gaz butane. De gaz butane, les hôtels, les restaurants, les industriels. Est-ce que ça veut dire, Lazare, ce que vous êtes en train de dire quelque part, vous en tant qu'économiste, c'est que la décompensation du gaz butane à partir du 1er avril 2024 va générer automatiquement et inéluctablement de l'inflation? Une certaine inflation interne. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore sorti de la crise inflationniste. On est toujours dans un contexte marqué par l'existence de certains facteurs qui pourront à chaque instant
déclenché une autre crise inflationniste. Aujourd'hui, on parle du conflit au Moyen-Orient, on parle de l'élargissement de ce conflit aujourd'hui parce que les Houthis attaquent les bateaux et les navires. Les bateaux et les navires. Donc il y a une augmentation des prix de transport maritime et d'assurance maritime qui auront certainement un impact sur les prix des matières importées, sachant que le Maroc est un grand importateur au niveau de l'Afrique du Nord. Voyez, donc toujours on est prudent, on dit voilà, on a commencé à sortir de la crise, mais toujours il faut être vigilant parce que toujours les facteurs déclencheurs existent. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, toujours, elle est là. Mais aujourd'hui, la décision de décompenser progressivement va ajouter de l'huile, c'est-à-dire va se transformer aussi en un facteur qui aura, à mon avis, des conséquences directes sur les prix et sur les services, notamment les prix des produits agricoles. Est-ce que l'État et le gouvernement, justement, dans la perspective de ce que vous dites, qu'il y aura parce que je pense qu'ils ont établi des modèles économiques et des modèles mathématiques aussi, c'est-à-dire l'État, qu'est-ce qu'il a dit? L'inflation on est conscient de l'existence des dits facteurs. Qu'est-ce qu'il a dit le gouvernement? On est conscient de l'existence des dits facteurs. Et pour faire face, on a instauré un système de subvention directe vers les catégories les plus démunies et pauvres, voilà, pour les protéger. Donc avec une allocation. Pour les protéger, une certaine augmentation progressive des dirhams ne change rien, mais aussi les prix de l'électricité et de l'eau vont subir aussi une hausse spectaculaire à partir de cette année. Les pauvres, on a essayé de créer un bouclier pour protéger les pauvres, mais toujours c'est la classe moyenne qui paye le prix. Et qui dit classe moyenne dit aussi pouvoir d'achat, consommation, et ça impactera directement, à mon avis, même l'économie d'une façon générale, parce que toute diminution de la demande intérieure aura certainement un impact fatal sur la croissance économique. Sur la croissance économique. Justement, Lazare, on était à peu près à 2 mois du 1er avril et de la hausse du gaz butane, en tout cas, fait le retrait de 10 dirhams de subventions. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui doit avoir aussi comme pour responsabilité d'intervenir, c'est-à-dire au cas où il y a une inflation en fait, qui commence à se galopante suite à la décompensation, est-ce qu'il peut essayer de dire voilà, de plafonner les prix de la gaz butane? Aujourd'hui, le gouvernement essaie de passionner un petit peu et dire voilà, il y a des perspectives qui nous rassurent. Maintenant, on parle que les prix des hydrocarbures dans une tendance baissière au niveau international. Oui, mais ça fluctue, c'est voilà, très fluctuant. Ça fluctue, mais une certaine tendance baissière. Un retour à la norme, à la normale concernant la demande extérieure sur les prix et les produits. Et le Maroc, comme il est un pays importateur, un grand pays importateur, il est en même temps exportateur et dépend de l'étranger. Donc, toute croissance de la demande extérieure aura un impact positif sur l'économie et la croissance de l'économie au Maroc, la croissance de certains secteurs. Il dit, voilà, on va passionner. Et aussi, ça creuse aussi avec ce qui arrive aujourd'hui pour les produits agricoles exportés à partir du Maroc vers le sud, vers la Mauritanie. Enfin, tout ça, la Mauritanie a élevé les taxes sur les produits relever ses droits de douane. C'est ça, la douane et tout ça. Donc, c'est ce qui a baissé, qui avait un impact direct sur les prix des produits agricoles au Maroc, qui ont baissé. Et vraiment, c'était une chute spectaculaire des prix. Aujourd'hui, on parle que les tomates à 3 dirhams. 3 dirhams 50. De terre, 5 dirhams. Mais on dit que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que c'est en relation avec ce qui se passe en France et en Europe, la grève des agriculteurs, et aussi ce qui se passe en Mauritanie et en sud du Maroc. En tout cas, sur la décompensation du gaz butane, vous dites-vous, l'inflation, ça va générer automatiquement il faut rester... et inévitablement de l'inflation sur les produits de consommation alimentaire oui. et sur l'énergie. Et sur l'énergie, et j'invite le gouvernement à prendre en considération que vraiment, c'est la classe moyenne qui est le vrai moteur de l'économie marocaine. Il faut prendre des mesures à l'égard de la classe moyenne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mesure de prise? Je pense que ce sont les mesures... En 2024, il y a rien qui peut... Ils ont déjà commencé, c'est-à-dire cette augmentation des salaires. Par exemple, l'augmentation des salaires pour certains secteurs, notamment celui des enseignants. Oui, ça c'est le secteur public. Oui. Non, c'est le secteur public, mais c'est de la classe moyenne. Oui, c'est la classe moyenne. On essaie de renforcer leur pouvoir d'achat. Et maintenant, je pense à la même chose pour les enseignants, 1500 dirhams.
Et, Et par contre, pas le secteur privé. Je rappelle que le secteur privé le aujourd'hui, secteur privé, on a déjà été il y a une augmentation conclu certains en septembre dernier accords. sur le SMIC, Certains sur le salaire minimum. Oui, c'est ça. Certains, ils ont déjà. Mais une augmentation de 10%, je pense, l'année dernière. C'était par tranche, 5% C'était et 5%. C'est pas suffisant. Mm. C'est pas suffisant. Je pense que le gouvernement doit intervenir pour convaincre le secteur privé de suivre cette cadence déjà prise par les mesures imposées par le gouvernement à cet égard. Donc on voit bien, vous dites, attention, vous tirez la sonnette d'alarme, en tout cas l'urgence un petit peu, sur le processus de décompensation du gaz butane. Je suis avec ce processus de décompensation parce que ni le contexte, ni la volonté du Maroc d'instaurer un vrai changement pour son modèle de développement a besoin de cette caisse de compensation ou de ce système archaïque de subvention. Ça y est, c'est le temps pour dire basta. On va le remplacer par un autre système, ce qui est en train de faire. Un système plus équitable. Plus équitable, plus destiné. Parce qu'on parle de système de compensation, c'est un système aveugle. C'est-à-dire, il ne fait pas la différence entre riches, pauvres et classe moyenne. C'est-à-dire, toutes les catégories profitent de la subvention, notamment les riches. Est-ce que la farine va suivre? Est-ce que le sucre va suivre? Parce que là, le gouvernement se montre avare en matière de communication là-dessus. On sait qu'il n'y a que le gaz butane qui va démarrer le 1er avril, mais il n'y a à d'informations officielles aujourd'hui sur la farine et sur le sucre. La farine et le sucre vont suivre avec. Cette année à partir de cette année. À partir de cette année, parce que ça y est, on a déjà entré dans la période de démantèlement de la caisse de compensation. Parce qu'on a déjà, on a tout d'abord besoin de l'argent envoyé, de l'argent accrédité à cette caisse pour alimenter notre régime de subvention aujourd'hui direct instauré. On ne peut pas alimenter... C'est-à-dire on a déclenché le processus de décompensation pour financer les aides directes. C'est ça, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour financer les deux caisses ou les deux régimes. Voilà, on a un système de subvention directe, donc on a besoin de l'argent de la caisse de compensation qu'on va la redéployer. Est-ce que ça peut générer de la croissance économique? Aujourd'hui, on l'a vu, on a un système de croissance économique qui est en panne. On a démarré d'ailleurs le débat avec vous. Est-ce que tout ça, c'est la décompensation de ces produits, que ce soit le gaz butane, la farine et le sucre, on est sur de 15, 16, 17 milliards de dirhams de budget annuel. Ouais. Est-ce que ça peut, en décompensant, c'est quelque part ouvrir ces produits-là au marché de l'offre et de la demande? Est-ce que ça peut générer Tout d'abord, il faut prendre en considération qu'on est dans une logique de transformation, même touchant les rôles classiques de l'État. Auparavant, après l'indépendance, quand on a hérité un régime, un modèle économique caractérisé par une intervention dominante de l'État. C'est-à-dire auparavant, on parlait des agences, des entreprises, l'État qui exploite, l'État qui fait du commerce, les industries de l'État. Et on a dit à un certain temps, aux années 80, voilà, il faut changer le modèle, il faut passer vers la libéralisation, c'est-à-dire faire de l'État un gendarme, faire de l'État un stratège, faire de l'État une structure qui contrôle, qui accompagne et qui trace les grandes lignes. Voilà, donc on a commencé à partir des années 80. C'est la raison pour laquelle on a entamé ce processus de privatisation, de libéralisation dans plusieurs secteurs. On a réussi, on a échoué, il y avait des modèles réussis tel le secteur portuaire au Maroc. Et aujourd'hui, on a pris beaucoup de leçons qu'on a essayé aujourd'hui de, à chaque fois, corriger l'itinéraire de cette transformation de l'économie marocaine. Aujourd'hui, on est dans une phase transitoire. Ce qu'il faut, c'est accélérer. Aujourd'hui, l'État essaie de se débarrasser de cet ancien héritage, caisse de compensation, intervention au niveau de l'économie et tout ça, pour se focaliser sur son vrai rôle de stratège. Je pense que c'était clair au niveau de la charte d'investissement. Oui. C'est-à-dire la volonté de l'État, c'est quoi? C'est d'ici jusqu'à 2030, c'est que le secteur privé représente les 2/3 de l'investissement global. Ouais. C'est-à-dire, c'est clair, c'est l'État, il va se focaliser, se concentrer sur les grandes œuvres, sur les routes. 2023, vous avez vu comme moi, l'Office d'échange, dernier chiffre, les IDE baissent de plus de 40%. On est passé de 21 milliards de dirhams d'investissement en IDE sur durant l'année 2022 à 10 milliards de dirhams en 2023. L'investissement privé chez nous est aussi extrêmement faible et il n'y a pas eu d'augmentation de l'investissement privé chez nous, que ce soit en 2022 ou en 2023. Est-ce que là, du coup aussi, on ne pourra pas renouer avec la croissance? Et le titre d'ailleurs de l'émission L'Info en face matin TV avec vous, où se cache le chemin de la croissance? Est-ce que ce chemin de la croissance se cache justement dans la capacité de notre capital à être mobilisé pour l'investissement et l'investissement productif, et que tant que nous n'aurons pas un investissement privé marocain, national, dynamique, il n'y aura pas de retour de la croissance, et par contre il y aura des chiffres records chaque année en matière de taux de chômage?
C'est ça. Je pense qu'à depuis l'indépendance, la présence dominante de l'État dans les différents secteurs économiques a vraiment ralenti la croissance d'un secteur privé fort au Maroc. Et pour le corriger, on n'a pas fait grand-chose. On a se dirigé vers l'étranger, on a invité des investisseurs étrangers pour venir s'installer au Maroc. On n'a pas vraiment aidé l'entreprise marocaine à se croître. On n'a pas stimulé la croissance du tissu entrepreneurial au Maroc. Voilà. Mais récemment... Il y a eu la baisse de l'IS, on a vu. Bien sûr, ces deux dernières années, on a essayé d'encourager... Pourquoi ça ne marche pas? Cette baisse de l'IS ne s'est pas traduite, c'est pour la deuxième année consécutive, par une hausse de l'investissement privé. C'est quand même extraordinaire. On baisse la pression fiscale sur le monde de l'entreprise et il n'y a pas plus d'investissement. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut prendre en considération que lorsqu'on parle du secteur privé au Maroc, on parle d'un secteur privé réglementé, d'un secteur privé qui travaille d'une manière, qui travaille selon les règles, selon la loi. Un autre secteur privé, entre parenthèses, qui représente 70%, c'est du secteur informel. Vous voyez? Donc, il faut prendre en considération, et ça aussi, c'est un obstacle du développement du secteur privé au Maroc, de transformation du secteur privé au Maroc. Ça, c'est une partie de l'iceberg. L'autre partie de l'iceberg, c'est que le secteur privé, il en a plusieurs obstacles. Le premier obstacle, c'est le financement. C'est les banques marocaines. C'est-à-dire les conditions de financement, les taux pratiqués. Les conditions pratiqués. de financement, vraiment, le financement représente vraiment un vrai obstacle de développement des entreprises au Maroc. Sachant que aujourd'hui, les banques sont toujours réticentes pour donner des crédits d'investissement pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui représentent la quasi-totalité de la toile entrepreneuriale au Maroc. Primo. Secondo, c'est l'accompagnement, parce que l'ensemble des entreprises qui commencent, les petites sur les startups, les petites et moyennes, et les micro-entreprises, toujours lorsqu'ils commencent leur cercle de vie, ils échouent après 2 ans, 3 ans, parce qu'il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas vraiment de formation pour les dirigeants des 10 entreprises, notamment en matière de marketing et de commercialisation de leurs produits. Et vraiment, c'est le deuxième obstacle fatal qui vraiment... C'est ça qui constitue les freins majeurs à l'investissement privé dans notre pays. Pour vous? Pour moi, c'est le manque d'accompagnement et d'incubateur, et aussi le manque de financement. C'est-à-dire, pour développer, pour qu'une start-up, pour qu'une entreprise développe son investissement, elle a besoin de financement. Et les banques, toujours, ils demandent plus de garanties et plus de garanties des entreprises qui pèsent lourdement sur ces... Badr Zahir Lazaraq, on a commencé donc cette émission, l'Info en face, écho avec vous, avec comme titre « Où se cache le chemin de la croissance ?» Qu'est-ce que vous diriez pour conclure cette émission et ce débat? Où se cache, selon vous, pas la croissance d'abord, le chemin de la croissance? Pour moi, on est sur le bon chemin. Il faut juste l'accélération. On a déjà fait on a fait un chemin, on a réalisé plusieurs projets réussis au Maroc, vraiment qui ont accéléré cette transition. On parle de secteur portuaire, ce sont des success stories. On parle aussi de l'industrie automobile, on parle même de la transformation du secteur agricole aujourd'hui qui a réalisé des chiffres remarquables cette année. Mais il faut juste accélérer. C'est le rythme. C'est le rythme, la cadence avec laquelle on va. C'est accélérer, donner plus de confiance aux investisseurs marocains à travers on écarte ces obstacles qui vraiment handicapent l'évolution et le développement des entreprises, notamment en ce qui concerne le financement, et aussi instaurer un écosystème favorable pour le développement des entreprises marocaines, donnant plus d'importance à l'accompagnement des entreprises, que ce soit au Maroc ou ailleurs, c'est-à-dire orienter même ces entreprises marocaines à l'étranger, à l'extérieur. On a devant nous le modèle chinois, le modèle turc, on a plusieurs modèles qu'on peut s'inspirer, et je pense l'accélération et le renforcement des capacités des entreprises marocaines seront le clé de la réussite de notre modèle. Donc on a bien compris où se cache, en fait, vous l'avez très bien pointé du doigt, où se cachent les chemins en tout cas et les sentiers de croissance, parce qu'il faut retrouver effectivement la croissance économique. Vous avez dit, on n'arrête pas de végéter autour de 2,5 et 3,2% de croissance, et 3,2% de croissance quand on a une saison agricole qui est bonne. C'est-à-dire quand on est au moins à 50, 60, 70 millions de quintaux. Autrement, on est autour de 1,5 voire 2% de croissance hors PIB agricole. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Badr Zahir Lazaraq, je rappelle, chercheur en droit des affaires et en économie à la faculté des sciences juridiques
et social de Mohamedia. Merci à vous pour cet Merci à vous. éclairage dynamique sur les enjeux aujourd'hui économiques du moment, donc une croissance en berne, une hausse du taux de chômage et l'enjeu de la décompensation qui va démarrer à partir du 1er avril Cette année. 2024. Oui. Merci à vous et à très bientôt. Merci infiniment.